Je vais vous présenter ici les 9 grandes règles pour réussir un tableau de bord et je vais également vous présenter quelques ratios indispensables pour les établissements de tourisme, hôtellerie et restauration. En tant qu'assistant manager ou analyste, votre rôle consiste entre autres à partager des éléments clés de l'activité de votre entreprise auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs. Vous devez les sensibiliser à la performance de l'entreprise, l'expliquer et proposer des solutions aux problèmes rencontrés sans les noyer dans trop d'informations, au risque de les perdre. Sans outils appropriés, cette activité constante de reporting et de pédagogie devient rapidement chronophage et vous empêche de vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Les tableaux de bord jouent un rôle essentiel et central dans le pilotage d'une activité. Ils sont un outil incontestable de suivi au jour le jour d'indicateurs clés de vos performances, de vos centres de profit. Ils apportent par ailleurs une réponse idéale aux besoins de synthèse, clarté et pertinence de l'information. Vous allez donc apprendre les 9 qualités d'un tableau de bord pertinent. Ces conseils et astuces vous permettront de construire des tableaux de bord qui permettront à vos interlocuteurs d'assurer un pilotage éclairé et efficace de leur activité en toute autonomie. Un tableau de bord doit être synthétique. Un tableau de bord n'est pas un rapport. Gardez toujours à l'esprit que sa vocation première est d'être un outil de pilotage. Si la lecture est perturbée par trop d'informations annexes, le document ne pourra jamais atteindre cet objectif et ne sera ni consulté ni utilisé. Sa qualité principale doit donc systématiquement résider dans son aptitude à restituer de façon concise des indicateurs clés. Si l'on vous demande un reporting plus complet sur un nombre élevé d'indicateurs ou de combinaisons d'indicateurs, posez-vous la question de la pertinence du support de restitution. Le tableau de bord ne sera pas forcément la réponse la plus adaptée. Concrètement, vous devez faire en sorte que vos tableaux de bord tiennent sur une page maximum. Au-delà, les informations seront trop nombreuses et les enseignements clés parasités. Si la synthèse sur une page n'est pas possible, n'hésitez pas à répartir l'information sur plusieurs onglets, par thématique, objectif, priorité, etc. Il doit être adapté. Adressez les bonnes informations aux bons interlocuteurs. Disons-le une bonne fois pour toutes, il n'existe pas de tableau de bord universel qui soit efficace et remplisse son rôle pour tous les décisionnaires de l'entreprise. Garantir la performance et la pertinence d'un tableau de bord, c'est avant tout s'assurer qu'il s'adapte au métier et aux préoccupations de chacun. Si quelques indicateurs clés qui s'appellent des KPI universels peuvent vous aider à démarrer, dites-vous bien qu'ils ne seront ni suffisants, ni complètement pertinents, et que l'engouement autour de votre tableau de bord sera bien éphémère. Pour résumer, prenez le temps de choisir des KPI adaptés. Si ces KPI ne sont pas adaptés à tous les destinataires de votre tableau de bord, alors faites autant de tableaux de bord qu'il y a de profils de destinataires. N'hésitez pas à faire des propositions sur les indicateurs à suivre. Ne les mettez en place qu'après vous être assuré que vos préconisations sont à la fois acceptées et bien assimilées par chacune des personnes concernées. La règle numéro 3, un tableau de bord doit être stable. Vous venez de définir les indicateurs clés de performance de votre tableau de bord. Ce dernier va bientôt devenir un outil de pilotage essentiel. En ce sens, il se doit d'être fiable. Son destinataire va s'y référer jour après jour. Sachez que tout changement dans son contenu ou sa structure est rarement sans impact.
Une fois mis en place, le tableau de bord ne doit pas ou peut bouger. Si les indicateurs sont naturellement amenés à évaluer et à être ajustés, toute modification doit se faire en accord avec les besoins du consommateur de la donnée. Règle numéro 4, il doit être visuel. Ceux qui seront amenés à consulter et utiliser vos tableaux de bord vous diront qu'ils manquent toujours de temps et qu'ils n'en ont que peu à consacrer à leur lecture. Les convaincre de l'intérêt d'y consacrer du temps relève parfois du défi, mais il existe pourtant une solution simple, pensée data visualisation. Un grand nombre d'outils permettent de remplacer des chiffres bruts par des éléments visuels, pédagogiques et attrayants. Utilisez-les. Votre tableau de bord aura d'autant plus d'impact que ces visuels seront parlants. Attention, toutefois, à ne pas tomber dans l'excès inverse et à trop en faire. Un tableau de bord trop chargé ou trop flashy ne sera pas forcément efficace non plus. La règle numéro 5, il doit être commenté. En rendant votre tableau de bord attrayant et cohérent dans sa structure, vous avez déjà franchi une étape. Reste encore à accompagner son destinataire en lui donnant les clés nécessaires à la bonne compréhension des informations que vous lui faites parvenir. Sauf s'il maîtrise le sujet sur le bout des doigts, ne le laissez pas essayer d'interpréter les données seul. Les solutions à adopter sont simples. Saisissez des commentaires, des définitions, là où l'utilisateur aura besoin de contexte ou de pédagogie. Et utilisez un vocabulaire adapté. Les notions propres au digital analytique ne sont pas maîtrisées partout. Citons l'exemple bien connu de la définition du taux de rebond, tel que proposé par Avinash Kaushik. Ce terme, a priori un peu barbare pour un néophyte, serait plus facilement intelligible si on expliquait en quelques mots « Je suis venu sur le site, j'ai vomi, je suis reparti ». Concrètement, choisissez le vocabulaire avec soin, adaptez-le à chaque public. Si vous avez la possibilité de nommer les éléments de votre tableau de bord, titre de boîte par exemple, profitez de cette opportunité pour vulgariser. L'approche est parler la même langue que l'utilisateur. Utilisez également les fonctionnalités de saisie de texte pour commenter le tableau de bord ou proposer, par exemple, des définitions des indicateurs clés présentés dans le document. La règle numéro 6, il doit être contextualisé. Une donnée n'a pas de valeur si elle n'est pas fournie dans un contexte qui permette de l'évaluer, de la comparer. Il est essentiel que vous replaciez systématiquement vos indicateurs de performance dans leur contexte. Cela vous permettra d'éviter toute mauvaise interprétation ou surréaction autour d'une apparente contre-performance pourtant parfaitement explicable. N'hésitez pas à fournir des éléments pour expliquer certains phénomènes, que ce soit par le biais de commentaires que vous afficherez sur le tableau de bord, lister par exemple des événements externes ou internes qui ont pu avoir un impact sur la performance du site, ou de données provenant des systèmes tiers, météo pour expliquer un impact sur les ventes par exemple. Concrètement, afficher côte à côte des valeurs qui peuvent être comparées les unes aux autres, un résultat par rapport à celui du mois précédent par exemple. La performance de votre établissement par rapport à un autre, là où cela est nécessaire. Partagez les informations annexes en votre possession, par exemple sous la forme d'un journal d'événements directement intégré à votre tableau de bord. Enfin, si votre outil le permet, vous pouvez, pour étayer vos propos, afficher des données directement fournies par une solution tierce, import de données, connexion directe à une API, etc. La règle numéro 7, votre tableau de bord doit également être intelligible.
Évitez d'introduire de la complexité dans un tableau de bord. C'est, comme nous venons de le voir, soigner son aspect visuel et s'assurer de son aspect pédagogique. Votre travail sur sa mise en page est tout aussi important, dans la mesure où la manipulation et la consultation du tableau de bord ne devraient pas nécessiter de formation de phase de prise en main ou d'aller-retour incessant entre créateur et destinataire pour que ce dernier puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. L'intuitivité ici est la clé. La prise en main et la compréhension du tableau de bord doivent être immédiates. Organisez le contenu et la disposition des éléments les uns par rapport aux autres pour favoriser la cohésion globale du tableau de bord. Il doit raconter une histoire. Pour cela, assurez-vous que sa lecture soit linéaire, en regroupant par exemple les éléments par importance, thématique ou encore objectif. N'hésitez pas à utiliser des astuces de mise en forme pour mettre la cohésion des différents éléments en exergue, zone encadrée, couleur de fond, etc. La règle numéro 8 est importante également. Il doit être disponible à la demande. Dans un contexte de pilotage d'activité, parfois dans des situations d'urgence, les données doivent être accessibles immédiatement à la demande, que l'utilisateur final consulte son tableau de bord plusieurs fois par jour ou une fois par mois. L'information présentée doit systématiquement être la plus à jour possible, sans que ce dernier ait à solliciter votre intervention systématique pour obtenir un fichier à jour ou rafraîchir les données. Privilégiez un accès en S2AS, en SAS, ou un tableau de bord Excel avec des connexions automatiques à des bases de données externes qui vous assureront ainsi la fraîcheur et la pertinence constante du tableau de bord, quel que soit le contexte. En parallèle, renseignez-vous sur les usages et besoins du destinataire du tableau de bord, puis faites en sorte qu'à chaque connexion, le tableau de bord s'ouvre dans son contexte de prédilection, période d'analyse et site à afficher par défaut, par exemple. Et enfin, la règle numéro 9, il doit être avant tout utile. Cela a probablement été assez répété tout au long de cette présentation, mais s'il est un seul enseignement à conserver, nous préconisons celui-ci. Un tableau de bord doit servir à prendre des décisions, à piloter une activité. S'il n'est pas consulté, ou s'il ne permet pas de tirer des enseignements qui mènent à des actions concrètes, il devient inutile. Interrogez-vous sur les raisons de cette contre-performance. Qualité du contenu, soin apporté à la mise en forme, absence d'éléments pédagogiques, etc. Reprenez un à un nos conseils de conception ci-dessus. Ils devraient vous permettre de corriger le tir. Les KPI, pour Key Performance Indicator, sont les ratios que vous allez utiliser pour illustrer vos tableaux de bord. Nous reprenons ci-dessous les principaux, ce qui signifie bien entendu que cette liste n'est pas exhaustive. Vous trouverez dans vos cours des listes plus complètes, des ratios par activité. Attention, certains KPI classés dans un thème, restauration ou hôtellerie, peuvent également s'appliquer aux deux. Les KPI hébergement. Nous avons bien sûr le taux d'occupation qui s'obtient en divisant le nombre de chambres louées multiplié par 100 divisé par le nombre de chambres disponibles. Ce calcul, effectué pour le jour, le mois et en cumul, est le principal indicateur d'activité de l'établissement. Ensuite, nous avons l'indice de fréquentation. C'est le nombre de personnes présentes divisé par le nombre de chambres louées. Très différent selon le type d'établissement, affaires ou tourisme. Cet indicateur va vous permettre
et aux autres services de connaître le potentiel de clientèle présent à l'hôtel et d'adapter par exemple vos prestations complémentaires. Le prix moyen par chambre louée ou la recette moyenne qui s'obtient en divisant le chiffre d'affaires des chambres par le nombre de chambres louées. Ça vous indique la manière dont l'hôtel a pu tenir ses prix par rapport au prix affiché et au marché. Nous avons ensuite la recette moyenne hébergement par chambre disponible ou RevPAR, qui peut s'obtenir de deux façons, soit en multipliant le taux d'occupation par le prix moyen par chambre louée, ou en divisant le chiffre d'affaires des chambres par le nombre de chambres disponibles. Attention, aux chambres disponibles correspondent à la capacité louable multipliée par le nombre de jours d'ouverture. Cet indicateur permet de mesurer l'effet de la variation combinée de l'occupation et du prix moyen par chambre louée. Il constitue de ce fait un indicateur plus complet de la performance commerciale globale. Il est de plus en plus utilisé dans les statistiques professionnelles. Nous avons également la recette totale par chambre disponible, ou TRevPAR. C'est le chiffre d'affaires total, incluant l'ensemble des départements opérationnels, que l'on divise par le nombre de chambres disponibles. Le nombre de chambres disponibles construites étant représentatif de l'investissement, le TRevPAR mesure la capacité de l'investissement à générer du chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons le GOPAR, qui s'obtient en divisant le résultat brut d'exploitation par le nombre de chambres disponibles, multiplié bien sûr par le nombre de jours d'ouverture. Ça nous donne le résultat brut d'exploitation réalisé par chambre disponible. Puis le taux de captage petit déjeuner, nombre de personnes ayant pris le petit déjeuner divisé par le nombre de personnes présentes à l'hôtel, nous donne le pourcentage de clients de l'hôtel qui ont pris le petit déjeuner, le ratio idéal devant être supérieur à 70%. Pour les hôtels qui sont dotés d'un restaurant, on calcule également le taux de captage du restaurant, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont mangé au restaurant et qui sont clients de l'hôtel. Donc on divise le nombre de personnes restaurant par le nombre de personnes présentes à l'hôtel. Donc ça nous renseigne sur l'attractivité du restaurant auprès des clients de l'hôtel. 50% est en général un bon ratio. La productivité horaire, c'est le chiffre d'affaires réalisé divisé par le nombre d'heures travaillées. C'est le chiffre d'affaires réalisé par heure travaillée que vous pouvez comparer avec votre objectif minimum que vous calculez de la façon suivante, seuil de rentabilité divisé par nombre d'heures budgétées. Peut également se calculer au global ou par service. Concernant la restauration, le premier indice qu'on va calculer, c'est le coût matière, bien entendu. Le coût matière qui s'obtient en additionnant les achats de matière, plus ou moins les variations de stock, desquelles on va retrancher le coût matière des repas du personnel et des offerts, puisqu'on veut obtenir la production consommée et payée par le client, et qu'on divise par le chiffre d'affaires hors taxes, services compris. L'intérêt est de rapprocher celui-ci du coût matière théorique calculé à la mise en place de la carte et voir de quelle manière on l'a tenu. La marge brute qui s'obtient en soustrayant le coût matière au chiffre d'affaires hors taxe. Donc c'est le premier solde intermédiaire de gestion. Puis les frais de personnel qui sont à contrôler en permanence et à adapter au budget par la gestion du temps partiel et des extras. Il est également possible de calculer le chiffre d'affaires réalisé par employé de façon globale. Ensuite, nous allons calculer la marge sur prime cost, qui se calcule en prenant le chiffre d'affaires duquel on soustrait les frais de personnel et le coût des matières consommées. C'est le deuxième solde intermédiaire de gestion important. Et il doit vous permettre de payer les frais généraux plus les coûts d'occupation et de dégager un bénéfice. Les frais généraux sont également à surveiller de près. Donc il existe des ratios moyens dans la restauration, l'hôtellerie en fonction du standing ou du classement. Ils sont à analyser ligne par ligne et à comparer avec les ratios recommandés et votre budget
et actualisez si possible en fonction de votre budget.